Pendant presque 100 ans, tous les constructeurs de la planète se mesuraient à un seul nom. Pas BMW, pas Toyota, Mercedes. Si tu construisais une voiture et que tu voulais savoir si elle était bonne, tu posais une seule question. Comment elle se compare à une Mercedes ? C'est tout. C'était le maître étalon de toute l'industrie. Et aujourd'hui, Mercedes copie tout le monde. C'est le suiveur maintenant, plus le leader. Tout le monde a une théorie. Les électriques, la Chine, le logiciel, choisissez. Le problème, elles ont toutes tort. Et une fois que vous aurez vu pourquoi, vous comprendrez que ce n'est pas quelque chose que Mercedes peut régler avec une meilleure voiture l'année prochaine. Ça risque d'être permanent. Acte 1. Le roi intouchable. Revenons au début, parce qu'on ne peut pas comprendre à quel point Mercedes est tombée sans comprendre à quelle hauteur elle se tenait vraiment. En 1886, Carl Benz construit le Patent Motorwagen, la première voiture propulsée par un moteur à combustion interne qui fonctionnait vraiment comme un véhicule. Pas un concept, pas un prototype qui a explosé dans un atelier. Une vraie machine roulante. À partir de ce jour, Mercedes n'était plus juste une marque de plus. C'était la marque qui avait inventé la catégorie dans laquelle tout le monde jouait. Et pendant le siècle suivant, Mercedes n'a pas seulement suivi, elle a donné le rythme. Et elle l'a fait par la sécurité, pas par le marketing. En 1959, un ingénieur nommé Béla Barényi brevette la zone de déformation, l'idée que l'avant et l'arrière d'une voiture doivent s'écraser à l'impact pour que l'habitacle reste intact. C'est standard sur toutes les voitures que vous conduisez aujourd'hui. Mercedes l'avait en 1959. Puis, en 1978, Mercedes sort l'ABS, l'anti-blocage des freins, pour que les roues ne se bloquent pas et ne glissent pas quand vous freinez fort. Les airbags, l'ESP, le contrôle de stabilité, Mercedes a mené l'industrie sur tout ça, en mettant ces systèmes en production des années, parfois des décennies, avant que les autres rattrapent. C'est le côté sécurité. Maintenant, regardez le côté ingénierie, parce que c'est là que la légende se construit vraiment. Prenez la W123, la berline que Mercedes a fabriquée à la fin des années 70 et au début des années 80, ou la W124 qui a suivi. Les chauffeurs de taxi en Grèce ou au Maroc ont fait tourner ces voitures au-delà de 500 000 km. Certaines au-delà d'1 million. Parce qu'ils les choyaient, parce qu'ils les conduisaient jusqu'à la limite et que les voitures ne lâchaient pas. Ce n'est pas un accident. C'est une philosophie. Mercedes sur-ingénierie tout, construit plus de solidité et de durabilité que la voiture n'en aura jamais techniquement besoin. Et le reste de l'industrie passe des années à essayer de rattraper un standard que Mercedes a déjà dépassé. Voilà où ça a conduit Mercedes. Un pouvoir de prix que personne d'autre n'avait. Vous pouviez mettre l'étoile à 3 branches sur le capot d'une voiture et les acheteurs payaient plus cher. Point final. Pas à cause d'une liste d'équipements, à cause de ce que le badge voulait dire. Tous les concurrents regardaient cette marge par unité et la voulaient, et aucun ne pouvait y toucher. Et tout ça venait d'une règle interne. 4 mots, le meilleur ou rien. Ce n'était pas un slogan inventé par une équipe marketing pour un panneau d'affichage, c'était une contrainte de conception. Chaque ingénieur, chaque département, chaque décision passait par ce filtre. Est-ce que ça peut être mieux ? Alors ce n'est pas fini. Donc Mercedes n'a pas seulement construit de grandes voitures, Mercedes a défini ce qu'était une grande voiture. C'est le mur, 100 ans de première en sécurité, une ingénierie qui survivait à sa propre garantie par un facteur de 10, des marges dont les concurrents ne pouvaient que rêver et une culture d'entreprise qui traitait un assez bien comme un échec. Personne dans l'industrie ne pensait que ce mur pouvait tomber. Alors comment une entreprise comme ça perd-elle le trône ? Acte 2, la mauvaise réponse. Demandez à 10 personnes dans l'industrie aujourd'hui pourquoi Mercedes a perdu sa position et vous aurez plus ou moins la même réponse. Et en surface, ça sonne juste. Des décennies à être la marque que tout le monde copiait ont créé une sorte de confort au sommet, une croyance que la position de leader était simplement permanente, ancrée, quelque chose qu'on n'avait plus besoin de défendre. Ajoutez à ça une dépendance à la Chine qui a dérapé, Mercedes a construit d'énormes parts de ses profits autour des volumes de vente chinois et autour des chaînes d'approvisionnement chinoises pour les pièces et les batteries. Ça a très bien marché jusqu'au jour où la Chine a arrêté d'avoir autant besoin de Mercedes que Mercedes avait besoin de la Chine. Puis il y a eu la transition électrique. Pendant que Tesla construisait des voitures électriques à partir d'une feuille blanche et que les marques chinoises faisaient pareil,
Mercedes a joué sur les deux tableaux. Elle a gardé la combustion en vie à côté des électriques, a divisé ses ressources d'ingénierie, a retardé l'engagement total dans le changement. Pendant ce temps, le côté logiciel s'effondrait en public. MBUX, le système d'infodivertissement de Mercedes, a développé une réputation de bugs et de latence. Les mises à jour en direct que les autres poussaient en une nuit prenaient des mois à Mercedes. Tout le système donnait l'impression d'appartenir à une voiture d'il y a 5 ans, à côté des concurrents dont l'infodivertissement ressemblait à un smartphone. Et puis la gamme EQ elle-même, EQS, EQE, EQA, EQB, un système de badge tellement confus que même les gens qui suivaient la marque de près n'arrivaient pas à savoir laquelle était laquelle. Pire, le style collait tellement à la gamme thermique que Mercedes a perdu la seule chose qu'elle avait construite pendant un siècle, l'autorité visuelle. Avant, on reconnaissait une Mercedes à 2 rues. Maintenant, on plisse les yeux pour voir le badge. Donc, voici la conclusion à laquelle tout le monde arrive. Mercedes a perdu parce qu'elle a été trop lente sur les électriques. Si c'était vrai, BMW devrait déjà être morte. Parce que BMW a été lente aussi, Audi a été lente aussi, Toyota a à peine bougé sur les électriques pures, traînant les pieds plus longtemps que presque tout le monde dans l'industrie. Aucune d'elles n'a vu sa position de leader s'éroder comme Mercedes. Aucune n'a perdu son pouvoir de prix, son identité visuelle, sa place dans la conversation, comme Mercedes. Donc, si être lent sur les électriques était toute l'histoire, pourquoi toutes les marques traditionnelles ne sont-elles pas dans exactement le même trou ? Acte 3. Le jour où les voitures ont cessé d'être des voitures. Voici la vraie réponse. Et ce n'est pas la Chine, et ce n'est pas les électriques. C'est l'industrie du smartphone. La même force qui est entrée dans le business des téléphones et a enterré une entreprise que tout le monde pensait intouchable. Retour en 2007. Nokia contrôle quelque chose comme 50% du marché mondial des téléphones. Nokia a les meilleurs ingénieurs hardware de la planète. Les usines de Nokia tournent comme une horloge et ces téléphones survivent à des chutes qui casseraient tout le reste du marché. Selon tous les critères qu'une entreprise industrielle utilise pour se mesurer, Nokia gagne. Puis l'iPhone sort et en une décennie, le business téléphone de Nokia a disparu. Pas en train de rétrécir, disparu. Et voici la partie qui compte. Nokia n'a pas perdu parce que son hardware est devenu moins bon. Le hardware de Nokia est resté excellent. Nokia a perdu parce que la catégorie de produits a changé en dessous d'elle. Les téléphones ont cessé d'être une question de qualité d'appel, d'autonomie et de test de chute. Les téléphones sont devenus une question d'application, de logiciel, de ce que vous pouviez faire avec l'appareil après l'avoir acheté. C'est exactement ce qui arrive aux voitures en ce moment. Une voiture était un objet mécanique, vous l'achetiez, vous la possédiez, et ce qu'elle faisait le premier jour était à peu près ce qu'elle faisait 10 ans plus tard, moins un peu d'usure. Maintenant, une voiture est une plateforme que vous mettez à jour, et les plateformes ne récompensent pas les mêmes compétences que les moteurs. Les courbes de couple et les zones de déformation comptent moins quand ce qui intéresse vraiment les clients, c'est si la voiture devient plus intelligente tous les quelques mois grâce à une mise à jour logicielle. Alors regardez qui gagne maintenant, et remarquez quelque chose d'étrange, aucun d'eux ne vient de l'industrie automobile. Tesla vient du logiciel et des batteries. Ces voitures ont été conçues logicielles d'abord, dès le premier jour. Les mises à jour en direct intégrées dans l'architecture, au lieu d'être rajoutées sur une plateforme thermique après coup. BYD vient des batteries, littéralement. L'entreprise a commencé par fabriquer des cellules de batterie avant de jamais fabriquer une seule voiture. Et elle contrôle toute la chaîne depuis la mine de lithium jusqu'au pack batterie dans le véhicule. C'est un niveau d'intégration verticale qu'une marque thermique centenaire ne peut structurellement pas copier du jour au lendemain. Xiaomi vient des téléphones. Elle sort une électrique appelée SU7 avec le genre d'intégration tech entre votre téléphone, votre maison et votre voiture que les ingénieurs Mercedes essaient encore de réussir quelque part dans un labo. Huawei ne construit même pas de voiture. Elle construit les puces et le logiciel qui vont dedans et commence à occuper dans l'écosystème chinois un rôle similaire à celui que Bosch a tenu pendant le siècle dernier, sauf que cette fois, la partie qui compte n'est pas l'injecteur, c'est le silicium. Et l'iAuto itère comme une application se met à jour. Des petits changements constants basés sur les données utilisateurs, pas un redesign tous les 7 ans comme l'industrie automobile fonctionne depuis les années 50. Aucune de ces entreprises ne pense comme une entreprise automobile. Et c'est exactement le point. Mercedes n'a pas perdu une guerre de produits, elle a perdu une guerre de catégorie. La voiture a cessé d'être une voiture et est devenue un téléphone avec des roues, et Mercedes a passé 100 ans à maîtriser la mauvaise discipline.
C'est la partie qui rend tout retour si difficile. Acte 4. Pourquoi c'est trop tard ? Faisons l'expérience de penser quand même. Disons que Mercedes dévoile la voiture électrique parfaite la semaine prochaine. Ingénierie parfaite, design parfait, tout ce que le badge promettait, pleinement livré. Ça ne change toujours rien, et voici pourquoi. Cette voiture a besoin de batteries, et les meilleures cellules de batterie de la planète sortent déjà d'une chaîne d'approvisionnement chinoise construite autour des volumes de BYD et d'années de contrats à long terme. Une chaîne dans laquelle Mercedes se branche aux conditions de quelqu'un d'autre, pas aux siennes. Cette voiture a besoin d'ingénieurs logiciels, et les meilleurs choisissent déjà Huawei et Tesla, parce que c'est là que se trouvent les problèmes intéressants en ce moment, pas chez une entreprise thermique qui essaie de rattraper. Cette voiture a besoin de semi-conducteurs, et ces puces sont fabriquées sur des lignes de production que Mercedes ne possède pas, dans des pays que Mercedes ne contrôle pas, sur un calendrier fixé par les priorités de quelqu'un d'autre. Puis il y a les usines. Les usines de Mercedes ont été construites pour la combustion, bloc moteur, transmission et système d'échappement. Toute une logique de fabrication construite autour d'un siècle de combustion interne. Les rééquiper coûtent des milliards et des années d'arrêt. Pendant ce temps, les concurrents ci-dessus ont construit des usines natives électriques dès le départ, sans ce poids d'héritage à traîner. En plus de ça, la Chine contrôle quelque chose comme 70% ou plus de la production mondiale de cellules de batterie. Mercedes ne peut pas se soustraire à cette dépendance. Elle achète au même fournisseur qui approvisionne aussi ses rivaux. Ce qui veut dire que Mercedes n'est jamais vraiment en avance. Elle paie juste pour la même technologie que tout le monde obtient. Et puis, il y a l'échelle. BYD et Tesla poussent des volumes qui font baisser le coût unitaire d'une façon qu'une marque de luxe à plus faible volume ne peut structurellement pas égaler. Vous ne pouvez pas être moins cher qu'une entreprise qui produit des millions d'unités par an quand tout votre modèle économique dépend de rester exclusif. Donc même dans le meilleur des scénarios, même si la voiture elle-même est parfaite, ça ne change rien. Les usines, les batteries, les puces, le talent logiciel, tout a été construit ailleurs en premier. L'écosystème a bougé et Mercedes se tient à l'endroit où l'industrie était avant. Conclusion. Demandez à quelqu'un en 1995 quelle entreprise dominerait encore les voitures 30 ans plus tard. Tout le monde dirait Mercedes. Posez la même question aujourd'hui et la plupart des gens ne citeront même plus une entreprise automobile. Ce n'est jamais seulement une histoire de Mercedes. C'est l'économie du logiciel qui mange une autre industrie, comme elle a déjà mangé les appareils photo et les baladeurs. Mercedes ne sera peut-être pas le dernier roi à qui ça arrive. Dites-nous en commentaire quelle marque se fera manger ensuite. Abonnez-vous pour partager l'amour des voitures classiques et les changements que nous observons du point de vue français. Et je vous dis à très bientôt dans le Garage Français.